Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins, comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richomme aujourd'hui. En 2023, Paprec a été plus loin en donnant son nom à la Transat Concarneau-Saint-Barthélemy, rebaptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui marque l'histoire de la course au large, puisque son nouveau sponsor l'a voulu mixte, une grande première. Un engagement fort qui s'inscrit dans la durée, destiné à donner aux femmes skippers une nouvelle place pour s'exprimer. Ce qu'elles ont d'ailleurs fait avec talent et pugnacité sur cette première édition courue en double mixte qui a donné envie à nombre d'entre elles de remettre ça en 2025. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices, déterminées, qui mènent parfois 1000 vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu, ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. Elle est vice-championne olympique depuis cet été. Catégorie kite, série jusque-là inédite au JO. Elle sera donc à jamais la première française médaillée dans cette discipline, et noter qu'être à jamais la première à Marseille, ça fait sens. Nous avons déjà eu le plaisir de la recevoir dans notre podcast. Elle venait de décrocher son premier titre mondial et de remporter le test event à Marseille, justement en prévision des Jeux de Paris. Un an plus tard, nous avons donc le privilège de la retrouver. Depuis, elle est devenue double championne du monde, a été élue marin de l'année et a donc une médaille olympique autour du cou, et ce, après des années, des mois de préparation pour ce moment. Elle a dit pourtant qu'elle allait devoir apprendre à l'aimer, cette médaille, qui n'est pas dans le métal qu'elle était venue chercher. La faute au vent, à des mètres carrés en trop et à pas de chance. Alors il y a eu la déception, la joie du podium quand même, l'euphorie de la foule à Paris et un pied cassé. Alors le post-JO s'est transformé en rééducation. C'est un peu de ça dont on a envie de discuter avec cette immense championne. C'est comment l'après-Jeux olympiques? C'est comment le sien? À l'heure où nous enregistrons cet épisode, elle termine sa dernière semaine de rééducation, d'ailleurs à Marseille, décidément. Lauriane Nolot est l'invitée de Navigante. Bonjour Lauriane. Bonjour Hélène, ça va? Très bien. Et toi, alors, donc, dernière semaine de Navigante, ça a ressemblé à quoi ta journée aujourd'hui? Dernière semaine de rééducation, pardon. C'est ça, bah là toute la semaine à la rééducation. Aujourd'hui, j'arrive, petit échauffement sur le rameur, puis après on part direct sur des exercices pour continuer à renforcer ma jambe du coup qui avait un peu perdu en force à cause de la blessure, continuer à bosser sur ma mobilité de cheville. Aujourd'hui, j'ai fait pas mal d'exercices sur des appuis, d'impulsion, etc. Enfin voilà, on travaille quoi. À côté, j'ai la prépa physique aussi en même temps, donc c'est complet, c'est cool. Moi, je m'éclate. Bon, évidemment, on va en reparler, mais on va revenir un petit peu sur les Jeux Olympiques quand même, parce que c'est quand même pas tous les 4 matins qu'on va aux Jeux Olympiques, ni tous les 4 matins qu'on revient avec une médaille des Jeux Olympiques. Le début de la compétition, c'est le 4 août pour Oui. les kites. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'ambiance du premier jour? Moi, j'ai eu cette chance, je me souviens d'être sur l'espèce de parking de plage, en fait, où il y avait les kites, où il y avait les tentes. Je devais t'interviewer pour les jeux, pour OBS. Tu étais ultra concentrée, il y avait Ariane qui était très concentrée, il fallait pas trop te déranger. Tu étais dans quel état? Le premier jour, bah, j'étais contente que ça commence. Je pense que habituellement, bah, habituellement, je suis pas toujours excitée qu'une compétition commence,
Mais là, les JO, c'était vraiment une compétition qui avait un goût différent et je pense que le fait qu'on soit les derniers à commencer surtout et qu'on ait vu tous les copains depuis des jours, même des semaines, ils étaient à fond dans les JO, à nous raconter leurs manches, etc. Et d'ailleurs raconter à quel point c'était difficile. Moi, j'avais hâte de m'y mettre parce qu'en fait, vu qu'on était les derniers, on a eu le droit, pas eu la possibilité de s'entraîner pendant que les autres naviguaient. Donc nous, on était vraiment juste en pause à attendre que ça commence. Et donc là, je me disais dans tous les cas, je peux pas aller naviguer et moi, je marche vachement en sensation. Et donc j'avais vraiment envie, voilà, de mettre les pieds dans les straps, aller dans l'eau et qu'on commence quoi, que on puisse enfin vivre ce dont on parle depuis des mois, des années. Ça faisait monter le stress justement de voir les autres naviguer et puis de se dire que vous, il fallait attendre justement le 4 août. Vous étiez effectivement les derniers à entrer en lice. Ah oui, c'était horrible parce que en plus de commencer dernier, de juste avoir à attendre, les conditions faisaient aussi que je redoutais le moment où ça allait commencer parce que en fait le vent n'allait pas en s'améliorant et donc on se disait mais là est-ce qu'on va finir par avoir du vent, est-ce qu'on va pas avoir de vent, est-ce que ça va être aussi catastrophique que le vent qu'ont les copains actuellement. Donc ouais, en vrai c'était pas mal de prières je pense de on espérait peut-être passer au-delà de cette canicule et d'avoir un peu d'air qui rentre, mais non, malheureusement, ça nous a tous touchés, quoi. Lauriane, c'est comment une première manche de Jeux olympiques? Est-ce que c'est une manche pas comme les autres? Non, honnêtement, moi, j'arrive assez facilement à switcher. Une fois que j'étais sur l'eau, je suis bien. Sur terre, je stresse vraiment. À partir du moment où je mets ma combi, je stresse. Mais après, dès que je suis dans l'eau, je suis dans mon élément, je me retrouve toute seule à faire ce que j'aime faire et j'avais juste envie de faire propre, quoi. Je me suis un peu remise dans les mêmes conditions qu'on avait eues au test event. Je connais par cœur mes concurrentes. Je sais que niveau speed, je suis dans le match. Donc il fallait juste que je navigue propre. Donc je me suis pas mise la pression. En fait, je me suis dit, fais un beau départ, fais ce que tu sais faire. Après derrière, tu déroules et tu vois. D'ailleurs, la première manche, je la gagne pas. Mais je me disais dans tous les cas, il vaut mieux que je fasse clean et que tout se déroule et qu'au fur et à mesure je prenne confiance et que j'engage un peu plus plutôt que essayer d'engager dès le début et que potentiellement il y ait des erreurs qui soient derrière un peu fatales entre guillemets quoi. Quand on est double championne du monde, qu'on a gagné le test event, qu'on a été aussi élu marin de l'année, hein, même si c'est pas quelque chose sur l'eau, mais quelque chose qui récompense ce qui s'est passé sur l'eau, on se nourrit de ça justement quand l'échéance olympique arrive. Oui et non. Honnêtement, moi, quand l'échéance des Jeux est arrivée, c'était vraiment moi et moi-même et à essayer enfin, c'est beau hein, d'avoir des titres et d'être marin de l'année, etc. Mais c'est pas ce qui fait que je vais gagner des manches et peut-être au contraire parce que c'est vraiment une pression supplémentaire qu'on a sur les épaules et la pression de la favorite. Et et du coup, non, c'est pas ce qui me fait gagner. C'est forcément porteur parce que je pense que les gens me connaissent un peu plus et donc quand j'allais à l'eau, et forcément il y avait pas mal de bruit quand même. Il y avait du monde autour Ouais, de ça toi, criait ouais. pas mal et ça c'était vraiment sympa. Mais non, après comme je disais, moi une fois que je suis sur l'eau et que j'entends plus rien, là je me remets juste en mode là je vais faire la course et c'est tout quoi. On est des numéros, on est des lycras et là, c'est que le meilleur gagne et c'est tout. Et n'importe qui peut gagner. Et on l'a très bien vu d'ailleurs pendant ces JO que quand on a des conditions compliquées, il y a des opportunités qui peuvent se montrer à n'importe qui. Et donc, faut juste être opportuniste et ouais, c'est pas parce qu'on a des titres qu'on va forcément faire mieux que les autres, quoi. Comment est-ce que mentalement tu as passé cette grosse semaine olympique justement, alors notamment à terre? Est-ce que tu as eu une
préparation particulière? Est-ce que tu as eu besoin de te préparer différemment jour après jour pendant cette compétition-là? Parce que c'est les Jeux, parce que c'est à la maison, parce que tu étais favorite? Non, justement, il y avait un souhait de faire en sorte que ce soit une compétition comme une autre. En tout cas, d'essayer de faire en sorte que ce soit une compétition comme une autre. C'est facile à dire, c'est difficile à faire. Et je pense que le plus gros qu'on a mis en place, c'est d'essayer que toute la team, donc tous les sélectionnés pour les JO, soient présents du début jusqu'à la fin pour qu'on soit là tous à se supporter les uns les autres. Et pour moi, ça, c'était hyper important parce que je me nourris vachement de l'énergie des autres. Je suis très extravertie, j'aime pas rester toute seule. Au contraire, quand je suis seule, je gamberge pour rien. Et donc, j'ai juste essayé de rester moi-même, de rester avec tout le monde, de rigoler. Quand c'était les finales des copains, bah, moi aussi, je me suis mise en mode supportrice avec mon bleu, blanc, rouge sur les joues, mes drapeaux, et j'allais crier sur la digue comme n'importe qui le ferait. Enfin, j'ai vraiment essayé de rester dans le mood c'est les jeux, c'est trop bien, faut en profiter du début à la fin. Et non, j'ai pas essayé de surjouer ou de me dire là il faut que je me repose, faut que je suis sortie, je me suis dépensée, j'ai occupé mes journées justement enfin comme je l'aurais fait sur une autre compétition justement. Donc sur l'eau, ça va se passer évidemment de mieux en mieux puisque, on le rappelle, hein, tu es en tête avant cette fameuse medal race. Tu te sens comment au fur et à mesure que ça approche justement cette medal race? C'est la confiance qui se gagne? C'est un peu d'appréhension qui commence à arriver? C'est quoi l'état d'esprit? Et puis toi, avec ton kite, toi, avec ces conditions qui ont été quand même si tordues et si compliquées, à Marseille pendant les Jeux, comment est-ce que ça évolue? Comment est-ce que ça se passe? En vrai, pas facile. Je pense que habituellement, au contraire, j'arrive à construire ma confiance au fur et à mesure des jours, et donc j'arrive en finale toujours un peu en sûr de moi et sûr de ce qui va se passer. Alors que là, c'est une semaine où faut savoir que moi, les conditions légères comme ça, c'est vraiment pas du tout mon fort. C'est vraiment des conditions que j'aime pas. Et donc je le sais même avant de commencer que je vais être dans le dur, quoi. Que je vais tous ces jeux, je vais être dans le dur. Je sais que l'anglaise, ma concurrente principale, elle, au contraire, c'est vraiment l'apogée pour elle parce que les conditions light, c'est ce qu'elle aime. C'est vraiment là où elle arrive à s'exprimer. Et donc à la fin des 4 jours de qualification avant les finales, on est à égalité de points avec l'anglaise, mais moi je suis devant au classement parce que j'ai plus de victoires qu'elle. Mais pour dire que toute la semaine ça a été serré, enfin tous ces 4 jours, et il faut savoir qu'on a fait que 6 manches ou 7 manches, je sais plus. Donc ce qui est vraiment Très peu. rien, très très peu par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire sur un championnat du monde. On fait 20 manches, donc c'est vraiment c'est rien du tout. Et donc je savais que chaque manche allait vraiment était hyper importante. Et quand on commençait une journée avec les conditions de vent qu'on a eues, on savait même pas si on allait réussir à valider une manche ou non. Et donc vraiment ça c'était pour moi la partie la plus stressante, c'est que on attendait toute la journée pour potentiellement naviguer ou pas naviguer, et on savait que la seule manche potentiellement qu'on allait faire allait être dans des conditions Tordu. vraiment voilà tordues, et que en plus dans des conditions tordues l'erreur arrive très vite, quoi. Et donc là, enfin pour moi c'était le pire. J'ai vraiment on aurait pu me dire toutes les situations possibles et inimaginables. Je pense que celle-là, c'était celle tout en haut du classement de la dernière que j'aurais voulu avoir. Et c'était sur celle-là qu'on est tombé. Donc non, et forcément, quand on arrive en finale, hyper, hyper stressant parce que, encore une fois, les conditions, c'est les mêmes, quoi. On arrive en finale, il y a du vent au large, il y a pas de vent sur la plage, c'est un peu cafouillage, on attend énormément. Enfin ouais, c'est vraiment là, je pense que le plus dur, c'était mentalement plutôt que physiquement, parce qu'on n'a pas énormément navigué et on a énormément attendu, quoi. Dans la tête, ça carbure à 2 milliards de kilomètres/heure là, puisque effectivement, c'est pas tant le nombre de navigations qui vous a éreinté, si ce n'est, mentalement? Oui, 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 le plus dur, je pense, de ces jeux, c'était la partie mentale.
d'essayer, moi je sais que la veille de mes finales, je suis déjà en train de m'imaginer les différents scénarios qui vont pouvoir se passer, à commencer à visualiser, ce que je vais pouvoir faire pour remporter la manche, et c'est dur parce que quand on se met à penser à ça, on le refait, on le refait, on le refait et on se dit: «Et s'il y a ça qui se passe? Et s'il y a ça qui se passe?» Et en fait, il y a tellement en plus, nous, dans notre sport, de données qu'on maîtrise pas, d'éléments, dont on n'est pas maître, et donc moi, je suis en train de jouer avec tous ces éléments et à essayer de toujours m'imaginer, la situation dans laquelle je vais pouvoir m'en sortir, et en plus, bah, ces moments d'attente, c'est pareil, moi, je rêve que le vent monte, qu'on ait du vent fort pour les finales, jamais ça arrive, genre il y a forcément un peu de déception, d'avoir des conditions aussi compliquées. Enfin ouais, mentalement, c'était vraiment le plus gros du travail, je pense. Parce qu'il faut rappeler effectivement, je dis medal race, mais ça, c'est un défaut de ma part de dire ça parce qu'effectivement en kite, on n'est pas comme dans d'autres séries où c'est, le top 10 qui va aller disputer, la manche, finale. Là, il y a des phases finales. C'est plus Mmh. juste de dire, ça. Est-ce que tu t'énerves ce 8 août? Le 8 août, entre ma première et ma deuxième manche, oui, il y a énormément de choses qui se passent, dans ma tête. En fait, pour expliquer vraiment le gros, ça se jouait entre l'anglaise et moi. Eleanor, Aldridge, on va rappeler son nom quand même. Et voilà, exactement. Moi, il me manquait, 1 victoire pour, avoir la médaille, et l'anglaise lui manquait 2 victoires. Et première manche, on part pas avec la même voile, elle part avec une voile plus petite que la mienne. Moi, je suis en 21 mètres carrés et elle, elle est en 15 mètres carrés. 15 m². Et parce qu'en fait, pas de vent à la plage, il y a une petite risée qui rentre, moi, je me dis dans tous les cas, c'est comme tous les jours, on a, le premier souffle, qui passe, et après ça va tomber. Je pars avec la 21 et en fait, au final, il y a un peu plus d'air que prévu sur cette manche, et je vois que, bah, l'anglaise s'en sort bien avec sa 15. Elle arrive à bien se positionner, elle me bloque du début à la fin. Moi, j'arrive pas à créer de différentiel de vitesse avec ma 21, et donc à la fin de la manche, je me dis: «Bon, bah, OK, elle est bien en 15, je vais moi aussi aller mettre la 15 et au moins là, le différentiel de vitesse va se faire et ça va dérouler». Et ce qui se passe, c'est que je veux rentrer à la plage entre les 2 manches pour changer de voile. Sauf qu'il y a plus de vent à la plage, il y a pas de vent à la plage, et on essaye d'ailleurs toutes de rentrer sauf l'anglaise, parce qu'on est toutes, on est 4 en finale, on est 3 à vouloir rentrer pour aller, changer de voile, et on peut pas parce il y a plus de vent à la plage. Donc là, ça commence à ouais, c'est vrai que ça m'énerve parce que c'est une situation que je contrôle pas, dont je suis pas maître, et donc je me sens bloquée, en fait. Je suis pas maître de mes décisions, et c'est horrible, et en plus que, j'essaye de trouver une solution pour rentrer avec la plage avec les coachs, et c'est pas possible, et on n'a plus le temps, et donc en fait, il y a un peu tout qui s'accumule, et moi je me dis: «Mais là, enfin je viens de la faire ma manche avec ma 21 et ça a pas marché, et là on me dit qu'il faut que je la refasse», alors que moi, dans ma tête, j'avais déjà switché sur mon plan B que non, il faut que je la fasse avec la 15. Et donc là, la partie compliquée, c'est d'essayer de se dire: «Bon là, donc le paramètre, c'est que je reste avec ma 21, donc il faut que je change quelque chose par rapport à ce que j'ai fait à la première manche, parce que première manche, ça l'a pas fait. Le paramètre que je voulais changer, je peux pas le changer, donc il faut que je change quelque chose d'autre, pour potentiellement, créer une différence». Et donc sur ma deuxième manche, j'essaye de partir, en bâbord pour faire le côté droit, du parcours. Ce qui, au final, au début, était pas si mauvais. Quand j'ai re-regardé le tracking après derrière, j'ai trouvé que niveau vitesse et niveau positionnement, c'était pas si mauvais. Mais je rate mon cadre, et donc qui fait que je suis obligée de refaire 2 manœuvres, supplémentaires, en haut, qui en plus, sont des manœuvres, un peu, c'est pas un kamikaze, mais presque, parce que je suis au milieu du paquet, j'essaye de me frayer un chemin, mais ça fonctionne pas, et donc là directement, j'ai compris que si l'anglaise faisait pas d'erreur, j'ai compris que c'était fini pour moi, quoi. Et donc c'est vrai que là, il se passe tellement de choses, enfin, entre le moment où je comprends que je peux pas rentrer à la plage, où j'essaye de me recréer un plan B, en
en 2 minutes 30 pendant ma procédure. Enfin, il y a tellement trop de choses qui se sont passées dans ma tête que, ouais, enfin, je me dis que j'ai tout tenté, j'ai tout essayé. Il y a eu, je pense, des erreurs de ma part. Peut-être que si j'avais mieux, je sais pas, il y a plein de choses, de paramètres sur lesquels on aurait pu jouer, mais enfin, sur ce coup-là, en tout cas, ça n'a pas fonctionné. À ce moment-là, justement, avant cette fameuse, 2e manche où tu réalises que tu vas pas pouvoir aller à la plage changer, ta voile, tu as besoin de discuter avec, Ariane, ta coach? Tu as besoin d'être, toute seule? Il c'est quoi ce moment-là? Vous avez besoin d'échanger toutes les 2. Tu as besoin de décharger de la frustration, avec elle ou pas, justement, de te reconcentrer? Ou quels ont été ses mots à elle? Non, bah, justement, moi, j'étais déçue forcément, de pas gagner la première et ça fait encore plus monter la pression parce que, bah, on a égalité et donc on sait que la prochaine qui gagne, c'est celle qui gagne. Et non, moi, je voulais que les coachs trouvent une solution pour que je puisse changer de voile rapidement et ce qui n'a pas été fait, en fait, alors que j'aurais pu potentiellement rentrer avec le bateau et pour changer de voile, mais c'est une décision qui a été prise trop tard et donc après j'ai plus eu le temps. Donc non, il y avait de l'énervement parce que je pense qu'on n'a pas réagi au bon moment et qu'il y avait d'autres possibilités d'options pour pouvoir changer cette voile. Après, c'est pareil, est-ce qu'on aurait réussi? Enfin, il y a plein de paramètres encore une fois qui rentrent en Bien jeu. sûr. Et donc non, là, juste moi à ce moment-là, quand je comprends que c'est mort pour changer de voile, j'essaye juste de me dire comme j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que même si je suis avec ma 21 et que c'est pas la voile dont j'ai besoin actuellement, comment je peux faire pour la gagner cette manche, quoi? Et donc là, non, là, je reste pas sur le bateau avec les coachs. Au contraire, là, il faut que je parte, que j'essaye d'un peu libérer toute cette tension qui monte en moi et de réussir à réfléchir et de sortir des trucs concrets. Parce que c'est quand je raconte ça, c'est l'espace de 5 minutes, quoi. Et en 5 minutes, j'ai la déception de ma manche, j'ai des infos qui viennent du bateau coach, du bateau comité, parce que je faisais des allers-retours pour essayer de savoir si je pouvais rentrer avec le bateau. Et en plus, moi, je suis en train de comprendre que ma manche part dans 3 minutes et que là, il faut que que je me prépare à nouveau pour la future manche. Enfin, il se passe énormément de choses et pour moi, c'est le plus dur parce que ça part dans tous les sens et ouais, c'est hyper dur à gérer, quoi. Et puis, il faut aussi, pour raconter à nos auditeurs et auditrices, il y a tout ce que tu nous racontes, bien sûr. Et puis, ce qu'il faut aussi comprendre un petit peu, qui est pas facile à comprendre, c'est que au même moment, il y a aussi les hommes qui courent. Donc, il y a un vrai, enfin, il y a vraiment c'est un peu pêle-mêle tout ce qui se passe autour du bateau comité, autour de cette ligne. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir les idées claires. C'est vrai que c'est pas simple. Il y a ce vent qui est absent. Il y a beaucoup de paramètres qui doivent être, effectivement, enfin, qui sont pas simples à gérer. Moi, j'ai eu la chance d'être sur l'eau et d'assister à ce moment-là et on se disait: «C'est vrai que là, pour les athlètes, c'est très costaud». Tu nous l'as raconté cette 2e et dernière manche, Lauriane, quand tu vas voir l'anglaise, arriver en premier et donc toi derrière, le sentiment qui domine là, c'est, j'ai l'argent et c'est bien, j'ai pas la médaille que je voulais. Là encore, c'est beaucoup de sentiments qui se mélangent. On a le temps d'avoir tous ces sentiments qui se mélangent à ce moment-là? Ah non, mais au début, le seul sentiment, c'est que je suis dégoûtée et j'ai limite honte parce que je me dis comment j'ai pu foirer. En vrai, c'est plus ça. Je me dis où est-ce que on n'a pas, enfin, je saurais même pas dire, mais qu'est-ce qui a fauté, quoi? Qu'est-ce qui fait que jusqu'au jeu, je gagne absolument presque toutes les compétitions que je fais et notamment en finale où souvent je fais ma première manche et je la claque. Et là, en fait, non, là, j'étais dans la difficulté du début à la fin et rien ne s'est passé d'ailleurs comme je l'imaginais ou comme tous les scénarios que j'ai pu me faire dans ma tête. Et non, c'est vraiment dur au début. Je sais en plus, il y a eu des kites un peu qui se sont touchés, etc. J'entends des prothèses. Donc en fait, au début, j'essaye presque même d'avoir espoir parce que je m'arrête au bateau en fait d'arriver
et j'essaye presque même d'avoir espoir un peu de savoir, qui proteste qui, qu'est-ce qui se passe et de me dire: «Je sais pas, peut-être que j'en vais encore en faire une de manche». Mais en fait, non, je réalise, rapidement que c'est fini et là, forcément, il y a, ouais, beaucoup de tristesse, je pense et en plus, le vent qui aide pas parce que j'essaye de rentrer à la plage, j'y arrive même pas, il y a toujours pas de vent, je mets ma voile dans l'eau. Enfin, c'est vraiment une fin qui est pas belle, quoi, en fait, on le vent nous aide pas, moi j'ai pas gagné, avec les coachs, c'est tendu parce que, bah, forcément moi je suis déçue, ça m'énerve qu'on n'ait pas réussi de changer cette voile donc vraiment là c'est on a une grosse plongée, un gros moment quand même de descente en enfer, je dirais et mais après, j'ai été quand même, très, très contente justement où je reviens sur la partie où on avait toute l'équipe, qui était présente et que quand, moi je suis au bout de ma vie, au bout du ponton, ça me donne encore envie de pleurer, c'est horrible. Mmh. J'ai tous les Mmh. copains qui viennent, ah vraiment ça monte et genre ils me disent: «Mais c'est trop bien en vrai, c'est beau ce que tu as réalisé» et oh c'est horrible. Bah, non, c'est pas horrible, c'est vrai que c'est beau ce que tu as réalisé. Bah ouais. Non, mais ils me disent qu'en vrai il faut que être, super content de ce que j'ai réussi à faire et que c'était des conditions qui étaient, hyper compliquées. Et de sortir une médaille dans des conditions aussi dures et aussi stressantes, c'est magnifique. Et après moi, déjà, c'est des paroles qui m'ont vraiment portée et après de voir toute la foule aussi derrière. Quand moi, je suis dégoûtée, je suis en pleurs, je me lève, je retourne sur la plage, je me dis: «Ouais», c'est un peu, le walk of shame de me dire, «Oh, ils doivent tous être déçus de moi» et en fait, pas du tout, quoi. Tout le monde se met à crier, tout le monde est trop content et donc c'est vrai que là, c'est hyper dur de rester frustré et j'ai réussi à switcher, en fait, à ce moment-là. Quand, tout le monde et en fait, je suis allée voir mes parents et ils m'ont dit: «Ouais, on est trop fiers de toi et tout». Tous les copains, pareil, ils m'ont dit: «C'est trop beau ce que tu as fait» et quand tout le monde est trop content, hyper positif et cetera, moi, c'est un truc qui arrive à me porter, en fait et du coup, c'est de ce moment-là où j'ai réussi à switcher et me dire, déjà, j'étais contente que ce soit fini en vrai et après pareil derrière, je me suis dit, «Pouah, c'est ça y est, c'est fait, j'ai quand même ramené une médaille». C'était pas la médaille que je voulais, mais c'est quand même une médaille et même et là, toute cette énergie, elle est tellement folle, il faut que j'en profite, quoi. Faut pas que je m'enferme et que je sois dégoûtée et que je me tire toute seule vers le bas, alors que là, il y a tout le monde qui est en train de me porter, et qu'on kiffe ce moment et je me suis dit: «Là, il faut que je le vive à fond», en fait. Ce que je le dis je me suis dit que c'était peut-être la seule fois de ma vie que j'allais vivre ça et qu'il fallait que j'en profite, quoi. Et donc là, ça m'a vraiment, vraiment aidée à passer au-delà de la déception. Il y a encore, beaucoup, beaucoup, beaucoup Moment d'émotions, hein, émotion, alors que ouais. bon, après c'est normal, c'est encore frais, c'est de l'émotion de se rappeler de ces moments-là qui t'émeut encore, aujourd'hui. C'est l'émotion de se dire, «J'ai pas eu l'or». Hem, c'est quoi cette émotion-là qui ressurgit encore? Qui est une belle émotion, hein? Beh, en vrai, moi, je pense que j'arrive à prendre, le mal, pour le bien entre guillemets parce que je sens que c'est ce qui me motive là à continuer. Je sens que, bah, il y a eu ma blessure aussi juste après, mais je sens que c'est ce qui me pousse vraiment à vouloir continuer et à vouloir revenir encore plus forte et à la décrocher cette médaille d'or. Parce que du coup, j'ai un goût d'inachevé que j'ai envie de réaliser et je me dis que c'est génial et c'est ce qui va être porteur, pour moi pour, les années à venir, quoi. Raconte-nous un truc, Lauriane, parce que c'est un truc que nous, on vivra, sans doute jamais, hein, ça c'est sûr. En tout cas, moi, c'est certain. Peut-être que dans ceux qui nous écoutent, ils le vivront un jour. C'est comment de monter sur un podium, aux Jeux olympiques et d'avoir, une médaille et une médaille d'argent, en l'occurrence, autour du cou? On se sent comment à ce moment-là? Bah, déjà, je pense que le moment où c'est terminé, le moment où on monte sur le podium, on comprend que c'est vraiment la fin et là, c'est un moment où il y a un peu tout qui redescend et c'est un peu comme, le sentiment quand on fait des montagnes russes et qu'on en prend plein la figure du début à la fin et que d'un coup ça s'arrête. Oh, c'est vraiment, enfin, c'est
je saurais même pas, j'ai même pas de mots pour expliquer, mais c'est un moment où il y a une redescente qui est tellement forte et qui fait du bien. Vraiment, on sent que le corps commence à se détendre, on respire, enfin moi je commence vraiment à avoir le sourire. En plus, je me dis qu'on est en France, dans tous les cas, ils vont tous crier plus fort que pour la première. C'est Donc vrai? j'étais trop contente, je me suis dit: «Génial». Non, c'est un peu le podium, c'est un moment qui est vraiment cool à vivre. C'est un moment qui bah, c'est pareil, je me suis dit: «Là, il faut que je le kiffe du début à la fin, chaque seconde». Ils chantaient la Marseillaise et tout et c'est que des moments qui sont forts, quoi. C'est fou, je vois mes parents en face, mon père qui fait que pleurer, c'est incroyable, quoi. Moi, en plus, j'aime pas trop montrer mes émotions, mais là, c'est des émotions qui sont tellement fortes, je me dis: «Allez, faut pas craquer», mais en fait, si, c'est forcément, on a les larmes aux yeux, c'est ouais, c'est des moments, bah, il faut s'ouvrir, en fait. Faut prendre tout ce qu'il y a à prendre et le vivre à fond, quoi. Tu m'excuseras, mais si, on craque pas sur un podium de jeux olympiques, je sais pas trop quand est-ce qu'on craque. Je sais pas. Ouais, c'est vrai. On va parler de la suite parce que la suite, elle est quand même, assez étonnante, hein, ça c'est sûr. On n'imagine pas forcément un post-jeux olympiques, comme, celui que tu as, vécu, mais on a entendu ton émotion, on a entendu ton récit. Heu, il en reste quoi de ces jeux aujourd'hui? Un souvenir, si tu devais, voilà, nous livrer un souvenir qui te reste de ces jeux olympiques? Bah, moi, en fait, c'est pas un souvenir, c'est plus, l'aventure que j'ai vécue et même je pense que le plus que j'ai aimé, c'était l'avant-jeu où on était vraiment tous, à la base, de Marseille, en train de s'entraîner à fond. Il y avait une super ambiance, on avait vraiment posé les valises dans le pôle de Marseille et ça, c'est des moments, j'avais l'impression d'être au Club Med, mais en entraînement, c'était génial. C'est vraiment, des moments que j'ai adoré partager, avec toute l'équipe et je pense qu'on avait vraiment une très, très belle équipe, pour les JO et de partager tout ça aussi avec Axel. Je pense que c'est vraiment un rêve que je Axel voulais Mazila? réaliser Mmh. avec Axel Mazila et ça fait des années qu'on en parle, qu'on y pense et qu'on a envie d'y aller ensemble et c'est un truc qu'on a réussi à faire donc déjà en fait, c'est plein de petites victoires comme ça, qui sont belles et plein de moments aussi, où j'ai eu des émotions et en fait, je m'y attendais pas mais par exemple, j'étais, dans la chambre avec, Charline Picon. Bah, j'allais y venir justement à Charline Picon et Sarah Steyert qui, vous 3 étiez les médaillés. Mmh. Incroyable, je reste dans la chambre avec Charline, je vis leurs finales, comme si c'était les miennes, c'est incroyable. C'est vraiment, j'ai pleuré, pareil, à la grosse larme, quand, elles ont eu la médaille, c'était incroyable. C'est vraiment des moments comme ça où on sent que, bah, les émotions prennent le dessus et au bout d'un moment on se dit: «Bon, allez, je laisse les émotions venir et je kiffe, quoi». C'est tout. On a vu le kiff aussi, à Paris, Lauriane, on a vu ces images-là, là, quand vous êtes, là, dans la foule, parisienne. Alors je dis parisienne, il y a évidemment, des Français, des gens qui viennent du monde entier et puis tu vas faire du trampoline? Quelle idée! Beh, ça faisait, ça faisait un petit moment quand même que j'avais pas le droit de faire des «bêtises», entre guillemets, avec, donc toute la préparation et c'est long quand même parce que la sélection a commencé début d'année 2023 donc depuis 2023, début 2023 jusqu'à août 2024, c'était quand même un entraînement qui était assez intensif et donc moi j'avais hâte quand même de l'après-jeu et de pouvoir aller, m'amuser et de faire des trucs que j'ai pas le droit de faire. Du coup, j'ai compris pourquoi j'avais pas le droit de les faire. Donc oui, je vais dans un trampoline park avec des copains et en vrai, sur une mauvaise réception, je me tords la cheville et je me casse le pied et ça arrive, très rapidement, je sens que ça craque et voilà et donc 3 jours après être rentrée de Paris. Après, avec du recul, je me dis que enfin non, je comprends pourquoi mon pied a cassé, de la fatigue, du relâchement. Les 3 jours à Paris, ils ont été très intensifs. Donc oui, je suis rentrée, j'ai pas pris de pause. Moi, j'avais déjà envie de profiter de mon temps libre, faire plein de trucs.
alors que je pense que prendre du repos aurait peut-être été, un choix un peu plus intelligent. Mais en fait, je pense que pareil, c'était un mal pour un bien cette blessure parce que je me suis occupée en fait cet après-jeu, j'ai fait de la rééducation, ça fait presque 2 mois là que j'y suis et même, je me suis sculpté un corps, j'ai fait attention à ce que je mangeais, je me suis vraiment mise à 200 sur l'entraînement et donc là, je me sens vraiment, prête à revenir sur l'eau et prête, pour me remettre à l'entraînement et pour recommencer la saison 2025, quoi. Quand tu dis, finalement, comme bah, c'est arrivé donc 3 jours après, le retour de Paris, hein, cette mésaventure, et tu dis: «Mais finalement, ça m'a occupée, de faire cette rééducation, d'être opérée, de faire la rééducation». Parce que ça fait peur, l'après Jeux olympiques? Tu as eu peur de pas être occupée? En fait, j'y avais pas vraiment pensé honnêtement, mais j'en avais beaucoup entendu parler. On avait déjà, justement parce que c'est connu qu'apparemment, l'après-jeu est compliqué parce que La descente, quoi. Mmh. c'est voilà la redescente qui des fois peut être dure, on passe, de la lumière à plus grand chose. Puis, voilà, l'entraînement, d'un coup, se met en pause. Enfin, non, il faut prendre une pause, mais donc, pour les athlètes qui font que ça, ou nous quand on nos semaines sont rythmées par, les entraînements physiques sur l'eau et cetera. D'un coup, tout s'arrête et donc c'est vrai que je pense que pour ceux qui ont pas de projet à côté ou qui ont pas forcément prévu de voyager ou de faire quoi que ce soit, d'un coup, il y a un peu un vide, quoi et donc je pense que c'est ce qui est dur à vivre et moi, ce vide, j'ai réussi à le combler très, très rapidement. Du coup, parce que bon, voilà, fracture du talus, j'ai fait, mes petits mois en béquille, puis après ma rééducation, je suis retournée chez mes parents qui ont bien pris, soin de moi et j'ai hyper bien vécu, ma rééducation donc je suis j'ai enfin, en tout cas, je l'ai très bien vécu. Ça a pas été une phase, difficile pour moi, donc c'est cool. C'est quelque chose à penser pour la prochaine fois, Lauriane. Alors, je te souhaite pas de te casser le pied la prochaine fois, bien sûr, mais c'est quelque chose à penser pour la prochaine fois de l'après. Je pense à Charline Picon, par exemple, qui est quand même qui est très douée pour ça, de à chaque fois penser à l'après. Mmh mh. Il y a eu, l'après, en elle a eu sa petite fille, il y a eu l'après avec son projet avec son conjoint, il y a eu l'après où là, elle est en train de faire, du bateau. L'après, c'est quelque chose, qui se construit. Oui, je pense que l'après, c'est un projet auquel il faut penser avant. Et justement, je pense que oui, de partir en voyage ou de se faire des projets, comme fait Charline, c'est génial, je pense et elle se connaît très bien et je pense que elle arrive très bien à gérer. Moi, c'est vrai que j'avais vu ça un peu plus en mode, one life, trop bien, je vais avoir du temps libre et faire plein de trucs. Mais au final, j'ai pas fait plein de trucs, j'ai fait qu'un truc, la rééducation, mais c'était très bien aussi. Mais je vois par exemple Axel, lui, il est parti à l'île Maurice, pour travailler, et il s'est très bien occupé et voilà, mais je pense que oui, c'est un vrai truc auquel il faut penser et je pense qu'il faut s'y pencher, à l'avance. On a un pied, réparé, un corps, sculpté, un mental, encore ému quand on parle des jeux, mais qui a l'air, d'attaque. Ça va ressembler à quoi alors l'après rééducation? Alors en fait, l'après-rééducation, j'ai un peu fait le programme aujourd'hui en plus. Je retourne à la rééducation au mois de décembre, mais ce sera plus de la rééducation, ce sera de la réathlétisation. Donc là, ça va plus être, en mode, prépa, vraiment préparation physique parce que, je vais pouvoir reprendre la navigation là, normalement, fin de la semaine et donc on va dire début décembre et mais ça je vais pas pouvoir reprendre, un entraînement intensif. Il faut que je fasse attention quand même et de reprendre, faut que je reprenne mes sensations doucement et cetera. Donc là, le focus, plus sur le mois de décembre, c'est de continuer à faire de la préparation physique et de passer un peu de temps sur l'eau et après dès janvier, recommencer à passer des heures sur l'eau,
potentiellement aller, dans les Canaries comme, je fais chaque année, pour, chercher un peu plus de chaleur que qu'ici, pour passer plus d'heures sur l'eau et après, bah, recommencer la saison, hein, en avril avec sûrement l'épreuve à Palma là, Princesa, le Trofeo Princesa Palma et après enchaîner avec, la semaine olympique française. On aura nos championnats d'Europe, enfin voilà. Le but, c'est de reprendre là gentiment, continuer la préparation physique, ici et après dès que je peux, me remettre, à m'entraîner sur l'eau, quoi. Est-ce qu'ils sont digérés les jeux olympiques, Lauriane? Est-ce que, l'envie d'y aller est toujours, intacte? La fraîcheur mentale, bon physique, je mets ça entre parenthèses, mais en tout cas la fraîcheur mentale, la fraîcheur de l'envie est là? Oui, bah, honnêtement, je pense que aussi la blessure bah, ça a pas que des bons points, mais le deuxième bon point, je pense, de ma blessure, c'est que ça m'a obligée à faire une grosse pause que j'aurais pas forcément fait, si je ne m'étais pas blessée. Parce que je me connais et je crois qu'on en avait déjà parlé, que j'ai vraiment du mal à faire des pauses et j'aime pas ça parce que j'ai l'impression de prendre du retard. C'est quelque chose qui me stresse et là, le fait d'avoir été forcée de pas naviguer, parce que donc, j'ai pas navigué depuis ma finale des Jeux, donc, ça fait quand même depuis, début août que j'ai pas navigué. Ça je pense que ça m'a permis justement là de reconstruire cette fraîcheur et là, je sens que j'ai vraiment envie d'aller à l'eau et je pense que c'est ce qui fait que souvent les blessés quand ils reviennent, ils ont cette hargne sur l'eau et souvent on dit: «Mais on comprend pas les blessés quand ils reviennent, ils sont meilleurs que qu'avant» et je pense que c'est on a créé un tel manque que quand on revient, on a vraiment cette envie, de passer du temps sur l'eau, de s'entraîner, de faire des choses qui sont efficaces, quoi. Et là, je sens que vraiment, d'avoir fait cette grosse pause là, ça me motive vraiment, à retourner, au charbon, quoi. D'avoir fait les jeux olympiques et d'avoir décroché une médaille aux jeux olympiques, ça a fait grandir l'athlète que tu es à quel point? Et peut-être même ça a changé l'athlète que tu es de quelle façon? Ça m'a fait grandir parce que je pense que c'est pas n'importe quel projet, de viser les JO et qu'en fait, ça demande énormément de logistique, à côté, en fait. De logistique, de planification et on comprend que, bah, c'est pour ça qu'on a un staff, qui est «aussi gros» entre guillemets parce que tout seul, c'est tout simplement impossible de gérer tout ça. Donc je pense que moi déjà j'ai pris énormément en maturité grâce aux jeux et les jeux aussi, nous permettent je pense de créer nos projets, futurs aussi quoi. Et là, j'ai fait mes premiers jeux et maintenant, j'ai une vision de comment j'ai envie de construire mes futurs jeux. Et je pense que dans ce sens-là, ça m'apporte, bah, de l'expérience, des connaissances et avec lesquelles, moi je vais pouvoir avancer et que je vais pouvoir continuer à approfondir et développer pour que, bah, mes prochains jeux, si, j'arrive à aller jusqu'à Los Angeles, bah, se passent, encore mieux que mes premiers jeux. Quels sont les mots ou alors les mots, à l'oral ou les petits mots, écrits qui t'ont le plus touché, que tu as reçus, que tu as pu recevoir après les jeux, après cette médaille? Je pense que ce qui m'a le plus touchée, c'est, dans mon petit village là où habitent mes parents, à Camps-la-Source. Ils ont organisé, bah, une cérémonie où ils m'ont remis donc, la médaille, du village, donc c'est très mignon. Mais mon père, c'était une surprise, a pris le micro et a commencé à parler et donc, je sais que mon père, c'est, mon plus grand fan, mais là vraiment il a eu des mots forts, en disant que bah, en fait, je leur fais à eux aussi vivre une aventure, de fou et qui s'attendaient pas du tout à vivre, une aventure comme ça et l'aventure des JO, c'est énorme et qu'en fait, il m'a fait comprendre que je réalisais pas à quel point pour eux c'était quelque chose d'énorme aussi. Parce que moi j'ai l'impression de vivre des émotions qui sont, gigantesques et je pense que je réalisais pas vraiment qu'en fait mon entourage, mais vivait la même chose, voire plus en fait, puisque eux ils sont pas acteurs, ils sont juste extérieurs à tout ça et donc beh, ils sont sujets, extérieurs à ce qui se passe et c'est vraiment je pense ces mots ont été forts parce que j'ai réalisé à ce moment-là que
bah, il y a pas que moi, en fait, qui vivais cette aventure, à 12 000 % en fait, qu'eux aussi et ça m'a vraiment fait réaliser, à quel point, bah, ils étaient derrière moi, qu'ils étaient fiers, enfin ça, c'est vraiment le moment, qui m'a vraiment fait chaud au cœur, quoi. Ça gomme, très vite et très facilement ce sentiment de honte, quand on coupe la ligne d'arrivée en deuxième, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça m'a marqué que tu dises ce mot-là. J'y pensais même pas. Ah mais j'avais vraiment pour moi la honte, c'était le mot. Parce que quand, en fait, c'est quand on t'annonce, favorite, favorite, qu'on parle que de ça et moi, j'ai ce poids sur mes épaules de me dire: «Mais là, maintenant, il faut que je leur ramène la victoire, en fait». Parce qu'ils attendent que ça, que je gagne et justement, si je gagne pas, bah, c'est une déception parce que, ben, on m'avait mise là, mais je donne ça. Donc forcément, c'est moins que prévu. Donc ouais, j'avais un peu honte. C'est comme si on me demande de faire un gâteau et que mon gâteau, il est à moitié raté, quand quand je le sors du four. Donc je me dis: «Bon, oui, forcément, il y avait de la honte, mais derrière, mon discours a évolué, quoi. C'est vrai, je pense que j'ai les premières sensations brutes qui sont là, les premiers sentiments plutôt bruts qui sortent et après, au fur et à mesure, quand, en fait, je réalise, qu'en fait, bah, ce que je pense, c'est pas forcément ce que les gens y pensent, ça change la donne, quoi. J'ai lu dans cet article que tu avais, et cette interview que tu avais, donnée à Voiles et Voiliers avec, Lorraine Corollaire que justement tu disais: «Il va falloir que j'apprenne à l'aimer cette médaille». Tu Mmh. l'aimes cette médaille aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, j'en suis super fière. Aujourd'hui, je suis très contente de l'avoir. Où est-ce qu'elle est rangée? Bah, là, elle est pas loin, elle est juste à côté de moi, en vrai. Parce que tout le monde va la voir tout le temps, donc j'en profite, je la trimballe. Lauriane, tu as hâte de quoi aujourd'hui? Là, j'ai hâte, d'aller faire du kite, en vrai. Là, je sens que la date du retour sur l'eau approche très vite, donc là, j'ai vraiment hâte de décoller ma voile, d'aller dans l'eau, là et de tirer mes premiers bords. Merci beaucoup Lauriane Nolot d'avoir été, l'invitée de Navigante. Merci de nous avoir fait, revivre tes Jeux olympiques, de nous avoir, fait monter quelques larmes, hein, parce que forcément, nous aussi on est émus quand on t'entend et qu'on te voit, être émue et puis, écoute, on te souhaite que tu retournes vite justement, sur ton kite. Bah, merci beaucoup, Hélène. Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante, produit par Tip Shaft. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à le partager. Et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Tip Shaft, c'est gratuit, elle est envoyée chaque vendredi à 17h. Et pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt.